Je suis avec Carmita Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette semaine de nous rencontrer parce que tu as quand même fait le tour de certains médias parce que les gens sont curieux. Tu es présidente de l'Association Québec-France régionale Baie des Chaleurs. Dossier Québec-France quand même qui est au goût du jour cette semaine et sûrement pour encore quelques semaines à venir. Oui, l'Association Québec-France, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui facilite les échanges entre les communautés québécoises et les communautés francophones. Donc c'est sûr que cette semaine, on est en plein dedans. C'est une association qui malheureusement aujourd'hui, pour son action est limitée parce que depuis avril, toutes nos subventions nous ont été coupées comme ça en l'espace d'une semaine. On était subventionnés par le gouvernement français et par le gouvernement québécois également. Et les deux se sont retirés en même temps? Les deux se sont retirés en même temps. Donc, on avait un bureau à la Maison Fournel à Québec. On a été obligé de laisser notre bureau, de mettre à pied nos employés. Et finalement, ce sont maintenant les régionales qui essayent de se débrouiller avec leurs bénévoles pour pouvoir être encore vivants. Parce que quand même, c'est une association qui a sa raison d'être, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français au Québec. À Montréal, on les voit beaucoup aussi. Et au niveau de l'immigration, c'est assez facile pour un Français de rentrer au pays parce qu'il y a beaucoup d'échanges de marché, beaucoup d'échanges de protocoles, tout ça. Alors, c'est plus facile pour un Français que beaucoup d'autres. Oui, et aussi parce que la situation économique en France n'est pas bonne, n'est pas optimiste. Donc, que ce soit des jeunes familles, que ce soit des gens un peu moins jeunes, on voit le Québec comme étant le prolongement puis la sortie pour des gens qui sont au chômage, qui ont de la difficulté à trouver du travail, etc. Mais c'est quelque part un peu un piège, parce qu'on se dit, oui, Québécois, Français, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Nous parlons la même langue, nous avons un passé commun, on va dire, mais il y a beaucoup de différences. Et justement, dans l'association Québec-France, on essaye de montrer, enfin de transmettre par différentes activités aux Québécois ce qu'est la culture française. Et il y a le pendant en France où l'association France-Québec montre aux Français ce qu'est la culture québécoise. Et moi, j'étais étonnée parce que quand je suis arrivée moi-même ici en 2002, je pensais Québécois, Français, c'était la même chose. C'est loin d'être la même chose. Les Québécois vivent dans un continent nord-américain. Ça change beaucoup les choses. Nous venons du vieux monde. Les Français viennent du vieux monde. Et ça crée des différences. Certains Français retournent en France parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. On dit souvent c'est à cause du climat, peut-être, mais pas seulement. D'autres restent et sont très contents de rester, mais il y a comme une sorte d'apprentissage à faire. Mais je crois aussi que l'Amérique du Nord, c'est encore le nouveau monde. On est plus jeune au niveau culturel, au niveau de la société, et on le voit justement avec les problèmes actuels. Pourquoi il y a des problèmes avec certaines nationalités en France qu'on ne retrouve pas ici. On en a eu peur un peu l'année passée. On a parlé du voile, on a parlé de quelques lois qu'il faudrait établir au Québec, mais ça n'a rien à voir comparé à une peur et peut-être même une haine qu'on retrouve dans certaines régions de la France là, qui ont peur des musulmans, qui ont peur de... Ça ne veut pas dire que les Français sont plus racistes que les Québécois, mais ça veut dire que l'itinéraire de l'immigration maghrébine, on va dire, puisque c'est de cela qu'on vise, mais ça pourrait être aussi l'immigration africaine, d'Afrique noire, est une immigration qui existe depuis plus longtemps, avec beaucoup plus finalement d'immigrés, et dans un espace qui est réduit. Et elle a changé, parce qu'il y a eu une immigration massive en France, ça a changé le portrait des grandes villes. Oui. Et c'est de ça que certains Français plus radicaux vont souffrir. Et
parce qu'on se demande pourquoi ça l'a sauté à Paris. Pourquoi sur Paris? Pourquoi sur Paris avant Montréal? Mais bon, c'est un peu ridicule parce qu'on voit que c'est complètement peut-être différent comme berceau de population, là. Mais quand même, ils sont là depuis longtemps et ça saute chez eux finalement pour ces nouvelles populations-là. Moi, je pourrais vous donner un peu le témoignage de mon propre itinéraire qui est vraiment très amoindrie par rapport à une immigration musulmane, puisque moi je suis d'origine portugaise, donc religion catholique, pays européen, donc tous ces facteurs-là font que le décalage, il est amoindri, hein, il n'est pas aussi grand. Mais dans les années 60, quand mes parents ont décidé de quitter le Portugal pour des raisons politiques essentiellement, et de s'installer en France. Moi, j'avais 10 ans à l'époque, puis j'ai vu toutes les difficultés qu'il y a eu pour s'installer en France. À l'époque, pas pour trouver du travail. Mes parents, le 2e jour et le 3e jour, ils avaient déjà un travail. Mais on n'a jamais été vraiment accompagnés. C'est-à-dire que des Portugais étaient aidés par des Portugais qui étaient là. Et ça pose des vrais problèmes quand il n'y a pas un encadrement. L'Allemagne, par exemple, si mes parents avaient choisi l'Allemagne pour immigrer, on n'aurait pas pu s'installer, en tout cas y aller de façon aussi rapide. Parce que le gouvernement allemand, il fallait trouver un travail, il fallait un cadre contractuel avec le migrant qui arrivait et donc un accompagnement. Pour les Maghrébins, les Asiatiques, des gens qui viennent vraiment d'une autre culture, c'est la même chose, ils n'ont jamais été accompagnés. Donc comment peuvent-ils faire quand ils arrivent en France? Ils s'entraident entre eux, puis on évite dans le ghetto. Parce qu'en fait, on s'enferme dans une communauté au lieu de s'ouvrir vers les Français. Les jeunes qu'on dit français parce qu'ils sont nés en France, qui aujourd'hui sont pointés du doigt avec les événements de vendredi soir, oui, ce sont des Français juridiquement parlant, mais est-ce qu'ils se sentent vraiment français? Je ne suis pas sûre. Ben, c'est ça, c'est impressionnant de faire sauter son quartier. Alors, la question se pose, on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup de sentiments dans ce dossier-là. Et le Québécois moyen connaît un peu de politique, mais on ne connaît pas ces vieilles rancœurs qui se sont accumulées, les sociétés qui se sont divisées au sein même de la France. On n'a pas vu ça, on a entendu parler. Et ce qui est à craindre, c'est que les Québécois commencent à avoir peur aussi. On l'a vu avec les lois qu'on a essayé de faire ici même au Canada. Et là, on veut faire entrer plusieurs immigrants syriens et les Québécois vont avoir peur. Comment qu'on va faire pour gérer ces émotions-là qui sont différentes? Il faut passer par l'instruction, il faut éviter de tomber dans les ghettos, mais comme les structures sociales ne sont pas encore faites pour les recevoir, c'est quoi les moyens actuels là, qu'il faudrait prendre? Rêvons un peu, quels moyens pourrons-nous prendre? C'est vrai qu'il y a une controverse actuellement, hein, surtout depuis les attentats à Paris. Il y a des Québécois qui pensent que 25 000 immigrés, c'est trop, qu'il faut... Certains disent qu'il ne faut pas qu'ils viennent, d'autres ils disent oui mais moins, d'autres disent oui mais sur plus de temps. Bon, c'est sûr que, comme dans toute chose, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, c'est qu'il faut être prudent, évidemment. C'est-à-dire que quand on fait entrer sur son propre territoire des gens, d'abord, il faut savoir vraiment qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi, etc. Chose qui est à peu près impossible quand tu sors d'un pays en état de guerre. Oui et non, parce que moi, je pense que puis ça, c'est le gouvernement canadien qui le fait, c'est pas le gouvernement québécois. En tout cas, moi, dans mon processus d'immigrer, pour obtenir le statut de résidente permanente, j'ai d'abord été sélectionnée par le Québec parce que je voulais m'installer au Québec. Et une fois que j'ai été sélectionnée par le gouvernement québécois, le gouvernement fédéral fait toutes les enquêtes possibles, imaginables pour savoir si j'ai déjà été meurtrière, si mes impôts c'est correct, enfin bon, l'ensemble des torts possibles. Oui, des enquêtes possibles, y compris médicales. Donc moi je pense que ça est encore possible et que le gouvernement fédéral il a les moyens de savoir ça. Mais ce n'est pas suffisant.
C'est-à-dire que quand l'immigré est sur le sol québécois, puis pour le Québec, c'est pas 25 000, je crois que c'est 6 000 qui sont 6 000 personnes, c'est quand même pas énorme pour faire les enquêtes, etc. Mais c'est pas le Québec qui va faire ces enquêtes, c'est non, le Canada. c'est le Canada. Mais une fois qu'il est là, il faut des outils. Il faut des outils pour amener à une intégration. C'est pas le tout d'accueillir. Il faut accueillir, ça veut dire bonjour, pouvoir ouvrir les bras, puis et créer comme une relation interchangeable. Mais comment réussir alors que d'autres pays sont complètement plantés? C'est quoi les suggestions? Moi, je pense de que le facteur d'intégration est le travail. Un immigré, il arrive à s'intégrer dans une société nouvelle s'il est dans un réseau professionnel. Donc, si on accueille des gens pour qu'ils soient chômeurs, je vais vous dire tout de suite, ils auront beaucoup de difficultés à s'intégrer. C'est normal, leur famille n'est pas là. Moi-même, j'ai vécu ça, mes parents aussi. Quand on est arrivé en France, ce sont nos collègues de travail qui sont devenus notre nouvelle famille. Est-ce que c'est pourquoi la raison pourquoi le gouvernement québécois aurait choisi 10 municipalités pour les recevoir qui sont près des grandes villes? Probablement, parce que moi, je trouve que la Gaspésie serait un bel endroit. Un bel endroit pour accueillir, mais c'est moi, dans mon opinion personnelle, là, un peu en train de rêver, parce qu'il y a un grand territoire, parce que nous manquons de gens, parce que... Mais comme on ne veut pas développer le potentiel de travail de la Gaspésie, on n'en verra pas de futurs travailleurs C'est ici. ça. Et je trouve ça dommage, parce que moi, j'ai fait le choix de venir vivre à Passepébiac. J'ai choisi Passepébiac. J'aime ce village, mais en même temps, une fois que j'étais là, je me suis rendu compte à quel point c'est difficile de trouver du travail et puis de continuer finalement à s'épanouir dans la vie, professionnellement parlant. Moi, je n'ai pas eu de problème pour m'intégrer parce que je suis rentrée dans des chorales, puis ça, c'est un extraordinaire levier d'intégration. Je me suis impliquée dans beaucoup de choses, mais professionnellement parlant, ça n'a pas été très, très facile. Encore aujourd'hui, ce n'est pas facile. Or, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de s'impliquer, parce que je me suis impliquée aussi, je parle français, mais pour des gens qui ne parlent pas notre langue, c'est plus difficile de s'impliquer. Et ce qu'ils veulent, c'est trouver du travail, puis devenir des gens debout. Sans argent, on n'est pas un être humain debout. Et de demander des structures pour les recevoir, de dire à ces gens-là qui débarquent d'apprendre notre langue, d'ouvrir, d'ouvrir sur un nouveau réseau, d'autres cultures. Ça prend de l'argent. Oui, mais c'était pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler, nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on a une mission d'aller vers eux? Qu'est-ce qu'on peut offrir à ces gens-là qui vont venir nous rejoindre? Généralement, c'est celui qui arrive qui doit faire le premier pas, puis c'est toujours comme ça. Oui. Mais c'est sûr que nous, c'est d'apprendre à les connaître, d'apprendre la différence. Et puis ça, c'est pas évident, c'est pas inné, c'est pas naturel. Surtout pour des municipalités qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des étrangers. Alors, le fait d'apprendre une culture, de se renseigner pour la personne qui arrive, les instances devraient faire attention aussi de nous donner ces nouvelles-là, de nous mettre en contact, de créer des événements pour qu'on apprenne à les connaître. Exactement. Quand j'étais en France, et j'avais 20 et quelques années, j'ai donné des cours sur le phénomène migratoire, puis nous allions donner des formations à des Français qui devaient être en contact avec des immigrés en permanence, soit par leur travail, soit par... et pour leur expliquer que même si on connaît la langue, un mot n'a pas la même signification dans une culture et dans une autre. Si jamais il y avait des immigrés qui venaient ici, il faudrait faire ce travail-là aussi. Ouais. C'est un gros travail, mais je peux vous dire que c'est aussi un bel enrichissement pour les deux cultures. Moi, je trouve que faire l'expérience de partir quelque part et de s'y intégrer, c'est un extraordinaire enrichissement, c'est un beau voyage. Moi, aujourd'hui,
J'ai des amis ici en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, qui pendant l'hiver s'en vont dans le sud et puis à chaque fois ils me disaient veux-tu voyager? Moi je dis moi mon voyage c'est de rester ici, c'est un superbe voyage. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis venue au Québec, que mes enfants viennent pour vivre la même expérience que moi j'ai vécue à l'âge de 10 ans. Je n'aurais pas changé mon parcours, c'est difficile. J'étais une petite fille de 10 ans, j'ai été obligée d'aller vivre dans un internat pendant quelques mois parce que c'était la crise du logement à l'époque en France. Il y avait les Français qui rentraient d'Algérie, donc il y avait une crise du logement. Mais nous, on en sort de cette crise à peine à Montréal. Je ne suis même pas sûre qu'on peut dire qu'ils sont sortis de la crise du logement, c'est fou. Et donc, ça a été difficile, mais qu'est-ce que ça a été un bel apprentissage. Et donc, mes enfants, ma fille avait 17 ans, mon fils 14 ans, quand j'ai pris la décision de venir au Québec, puis je suis venue au Québec parce que c'était aussi un autre continent et que je voulais qu'ils soient confrontés à des références différentes, à des approches de la vie différentes. Alors, oui, la langue était la même, donc au niveau de leurs études, c'était un obstacle de moins. Celui que moi j'ai vécu, c'était différent parce que je ne parlais pas du tout le français quand je suis arrivée en France. Mais c'est une ouverture. Un être humain ne peut pas vivre aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ma conviction personnelle, ne peut pas vivre dans un monde sans savoir qu'ailleurs, on mange différemment, on pense différemment et on prend des décisions et des priorités différentes. Toi, tu as choisi de déménager. Un réfugié ne choisit pas nécessairement sa terre d'accueil, je crois. C'est sûr, c'est une grosse différence. Oui. Je ne sais pas trop comment ça se fait dans la pratique. Est-ce que tu es au courant de ça? Ben, moi, c'est vrai qu'il n'a pas choisi, mais en même temps, il est dans une telle situation d'urgence qu'il ne peut que voir de façon bienveillante la terre qui va pouvoir l'accueillir. On ne parle pas évidemment de ceux qui se sont infiltrés, on parle des vrais réfugiés, des vrais exilés. C'est évident que leur situation est tellement urgente, c'est la vie ou la mort, qu'on ne peut pas mal voir un pays qui vous accueille parce qu'il vous permet de vivre. Sans lui, vous êtes mort. Oui, puis ça va leur prendre beaucoup de force aussi pour changer de pays, s'adapter et tout ça. C'est quelque chose. Oui, mais je t'invite à faire un voyage comme ça, à partir de l'autre côté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est moi qui te remercie. Ça m'a fait très plaisir de venir prendre un chai latte ici avec toi. Et on se souhaite de meilleurs dénouements parce que ni toi ni moi, je crois, sommes pour les attaques féroces. Non, c'est vrai que moi, je ne suis pas contre les mesures répressives qu'actuellement le gouvernement français prend, mais à mon avis, elles ne sont pas adaptées et elles doivent être complétées par d'autres mesures. Des mesures d'éducation, de voir pourquoi ces jeunes-là, ils sont laissés en marge de la société française. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aient de nouveaux espoirs dans la société française et qu'ils ne se laissent pas embarquer dans des pièges finalement très, très primaires. Oui. Et notamment à travers les réseaux sociaux. Il faut apprendre, comme eux l'ont appris, à travailler avec nos réseaux sociaux. Mais les nôtres sombrent déjà dans ces réseaux-là. Alors, il faut être éveillé, il va falloir faire attention à nos enfants, à ceux des autres aussi. Et c'est ça, le moyen de faire la guerre et d'endoctriner des jeunes se passe partout. Oui, mais l'utilisation que nous en faisons, on n'a peut-être pas l'expérience d'endoctrinement parce que même si ici on est un pays... c'est un monde récent, pas comme le vieux monde. Ici, on n'a pas tellement connu l'endoctrinement. Moi, par exemple, j'ai vécu dans un pays fasciste. Il paraît qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Duplessis ici avant, qui a endoctriné beaucoup de personnes. Mais moi, lui, je ne l'ai pas connu, je n'étais pas ici. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit comme un pays fasciste. Non. Je ne pense pas que ce soit non plus comme... Non, mais la religion catholique a fait ses ravages. Oui, au Portugal aussi. Oui. OK. Bien, sur ça, merci. À très bientôt. Oui, au plaisir. Au revoir.